Donc, synthèse d'atelier passionnant. Donc, je vais passer la parole pour l'atelier en PBM, Patient Blood Management. Anissa Belbachir, peut-être. Les idées principales. Si vous pouvez venir même tous les 6, ça permettra de... Bonjour, pour ceux que je n'ai pas vus, effectivement, faire la synthèse du PBM, la gestion du capital sanguin, c'est très très intéressant. Malheureusement, dans l'atelier, il y avait beaucoup, les participants étaient de différents métiers, mais on n'avait pas de chirurgien. Et donc, on a remarqué, et ça, on était très triste parce qu'on avait besoin de réponses. Et quand on sait que les piliers de la RAC, le pilier de la RAC, c'est le PBM, et le deuxième pilier, c'est la douleur. Et on s'est rendu compte que les consultations, comme le recommande la HAS, donc c'était le but justement de l'atelier, c'est que les participants ne voyaient pas leur malade 3 semaines, 4 semaines avant. Donc ils ne pouvaient pas mettre en place le PBM. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, ils ont beaucoup de problèmes, c'est-à-dire à avoir la ferritine et le coefficient de saturation. Donc, il n'était pas question de mettre en place le PBM. Et la troisième chose, donc ils ne connaissent pas très bien, donc vous avez du chemin à faire. Les séquences, c'est-à-dire on ne peut pas faire d'EPO, donner de l'érythropoïétine, si on ne fait pas le faire avant. Sauf que, la HAD est partie, non, elle est encore là, je ne sais pas. C'est qu'il faut faire un hôpital de jour, avoir un hôpital de jour pour faire intraveineux. Et ça, ils n'ont pas la possibilité de le faire. Et la HAD, non, ils ne peuvent pas le faire en HAD. Donc, beaucoup de problèmes. Quoi d'autre, quoi dire d'autre? Eh ben, c'est déjà pas mal. Donc, que des points... pas négatif, mais des points, bon là on a mis un petit peu, on a donné les raisons pour imposer ou pour mettre en place ce programme PBM et surtout le faire valoir auprès des chirurgiens. Parce qu'il y a certains chirurgiens, ce que nous ont rapporté, des chirurgiens qui demandent à ce que l'anémie, enfin c'est 12, on transfusera à partir de 12, et donc c'est juste pas possible. C'est-à-dire on ne peut pas les optimiser, les emmener à 13 et plus que 13 pour justement ne pas avoir des problèmes et ne pas les transfuser. Donc ne parlons pas du problème économique. Et ce qui m'a le plus choqué, c'est que les gens étaient posés surtout la question on peut pas avoir de carte de groupe et de RAI. C'est-à-dire l'EFS qui est installé à l'hôpital n'accepte pas les cartes de groupe et les RAI faits en ville. Et donc c'est juste pour transfuser. Alors que le PBM, justement, le fait. Et j'espère qu'à l'avenir, on n'aura pas besoin de faire de cartes de groupe et de RAI. Donc vous voyez, le problème est vraiment... Donc cet atelier était très très intéressant, mais je crois qu'il y a vraiment du chemin à faire. Comme dit Anissa, le faire c'est le faire valoir du chirurgien c'est encore le faire, et c'est toujours faire, hein. Faire sans défaire. Ça. Notre atelier préhabilitation, alors je vais donner les points positifs et les points négatifs parce qu'on se rend compte que dans la mise en œuvre d'un programme, eh bien, il y a un certain nombre d'obstacles, et c'est comme le PBM, on se rend compte qu'il y a un certain nombre d'obstacles qui sont de toute nature. Je dirais que les points positifs qui ressortent, c'est que grâce au support qu'on a pu avoir et à l'assistance des hôpitaux que l'on a pu faire, notamment avec Anissa, il y a de très belles initiatives. Il y a des parcours très originaux auxquels on n'avait pas pensé, qui ne sont pas ceux décrits dans la littérature. Donc ça, il y a une énergie positive sur des choses et des parcours et des solutions que les uns et les autres proposent dans la mise en place de ce type de parcours. Donc c'est... le parcours, c'est un enjeu collectif. On a vu que l'importance de l'information, l'importance de la coordination, je crois que de bonnes infirmières coordinatrices, qui sont soit des infirmières de soins, soit des infirmières qui sont
identifiée comme étant l'infirmière qui va supporter ce type de parcours, que ce soit le parcours RAC ou le parcours RAC, préhabilitation, le parcours PRAC, ce que vous voulez. L'infirmière, la coordination, c'est le maillon fort de ce type de parcours, et que ça, l'ensemble des groupes, l'ensemble des établissements l'ont identifié et ont réussi et réussissent à moyens constants au départ d'essayer de faire valoir un petit peu ce type de personnes et de maillons forts du parcours. Dernier point. Si on met en place quelque chose, c'est on l'évalue. Et je crois qu'il y a une vraie culture, on perçoit de plus en plus la vraie culture de j'essaye d'évaluer, j'essaye de mettre en place des indicateurs pour mesurer ce que je fais et identifier que je progresse au cours du temps. Donc voilà, des choses positives. Il y a plein d'obstacles, mais il y a quand même une énergie positive et plein d'éléments positifs qu'on peut ressortir et qu'il faudra suivre dans les années qui viennent. Merci. Voilà, après, première partie négative, mais donc, on va avancer. Positive, très bien. La suite, téléconsultation, ça va être positif, c'est sûr. Oui, un atelier qui a été très intéressant parce qu'effectivement, on parle de sujets télémédecine, téléconsultation, on a télésanté au sens large, qui sont des concepts qui, de temps en temps, ont l'air un peu ésotériques ou ont l'air un peu compliqués quand on met les mots officiels dessus, parce qu'effectivement, on se dit c'est tellement plus simple de faire du WhatsApp. Voilà, et effectivement, parce que tous dans vos pratiques, que ce soit en télésanté ou en télémédecine ou en télésoins, finalement, vous avez un appel d'un collègue ou d'un confrère qui vous demande un avis, vous allez demander un avis, et puis vous allez avoir dans votre galerie photo des choses pas très jolies à côté de la photo du chien et du repas de famille. Et tout ça, c'est de la télémédecine. Et effectivement, l'air de rien, on s'organise sur des réseaux sociaux, des choses comme ça. Puis quand on met des outils derrière qui vont permettre de valoriser l'acte, de gagner du temps et de tracer les choses, on a l'impression que ça devient beaucoup plus compliqué. Alors que ça ne demande pas grand-chose, ça demande de ce qu'on fait sur un WhatsApp. On a une thématique, c'est quoi? C'est urgence main, c'est SOS aorte, c'est autre chose. Donc on sait déjà quelle va être la thématique, on va déjà savoir quels sont les types de patients qu'on va prendre en charge à distance. Et puis après, on va mettre qui sont mes interlocuteurs si j'ai une question, ou alors à qui est-ce que je suis en capacité de répondre. Peut-être pas la France entière parce que j'ai pas l'organisation médicale, ou alors j'ai envie, parce que je suis centre de référence, de m'adresser à la France entière, et auquel cas, en ayant tout ça tracé dans un outil, je peux aller voir ma direction d'hôpital, je peux aller voir mon chef de service en disant là, on est un peu court sur l'organisation, et puis en contrepartie, on a fait X 1000 actes dans l'année, donc on a peut-être les moyens de valoriser un poste, d'avoir un interne supplémentaire la prochaine fois. Et tout ça, c'est grâce à des outils qui sont tracés. Donc finalement, c'est assez simple, c'est quelque chose que vous faites tous les jours. Et nous, en tant que représentants institutionnels, effectivement, on pousse à utiliser des outils qui sont conçus pour ça. Parce qu'en plus, les applications et les bouts en bout qui peuvent en découler sont quand même relativement énormes. On a parlé de la pré-anesthésie, où effectivement, ça évite potentiellement de déplacer des patients. Parce que dans vos patients, il y a aussi des patients qui sont plus complexes à déplacer. Parce qu'en institution, parce que détenus, et que voir arriver le quart de CRS, c'est beaucoup d'argent dépensé par la société, puis c'est un gros état de stress sur un service qui est à moitié fermé pendant un certain temps. Que ce soit effectivement en post-opératoire, le suivi des patients, il y a certaines choses qu'on ne peut pas faire. On ne va pas examiner un ventre, comme je disais sur télémédecine, ce n'est pas l'objectif. Mais un patient qui a été opéré d'une épaule, savoir s'il lève le bras comme ça ou comme ça peut déjà être une information de pré-tri pour savoir si on va le revoir à l'hôpital ou pas. Et qu'il y a juste quelques principes à mettre en œuvre en amont pour que ça fonctionne bien. Et puis après, il y a plein d'autres applications qui peuvent être intéressantes au sein d'un établissement une fois qu'on est outillé. En l'occurrence, sur la plateforme régionale que nous, on opère, effectivement, la régulation des greffes qui fait qu'avant, on perdait 70% des reins qui arrivaient parce que ça ne rentrait pas dans le patient, parce qu'on n'avait pas la photo, parce que le fax n'était pas lisible, et que désormais, on a 40% d'organes en moins qui sont perdus. Et quand on prélève un organe, on aime autant que ça aille sauver une vie, plutôt que ça termine avec les déchets et qu'on ait perdu potentiellement 2 vies pour rien. Voilà. Et on a eu des questions extrêmement intéressantes. Donc merci à tous les participants qui sont venus nous rendre visite. Et si vous avez les informations, pour tous ceux qui seraient intéressés, on fait de l'accompagnement agnostique sur la téléconsultation et la télémédecine au sens large, puisqu'on représente l'agence régionale de santé, on n'a rien à vendre. Voilà, donc n'hésitez pas à nous contacter, ce sera avec plaisir, parce que souvent on se fait des murs de choses qui sont extrêmement simples.
à mettre en place et après à valoriser dans une activité, que ce soit côté infirmier, que ce soit côté médecin, que ce soit côté chirurgien. Merci à tous. Donc merci beaucoup. La transition écologique, ça c'est le futur et l'avenir et aujourd'hui. Oui, bonjour. Donc nous avons animé un atelier avec Caroline Gérard, la CAT qui travaille avec moi à Trousseau sur la transition écologique. Donc la transition écologique, c'est comme la RAC, hein. Il faut faire un bilan au départ, il faut réunir tous les acteurs du bloc et puis il faut avancer pour proposer des projets. Donc, nous, il y a beaucoup de positifs dans nos groupes. On a eu des acteurs un peu de tous les horizons et très éclectiques. Nous sommes partis de l'état des lieux qui a été fait par le questionnaire qui a été fait conjointement entre l'AP et l'ARS sur les 21 établissements de médecine, chirurgie, obstétrique sur la PHP pour essayer de recenser toutes les actions qui étaient faites au sein des blocs opératoires. Nous avons partagé et je dirais qu'il n'y a que du positif. Il y a ceux qui n'ont rien fait mais qui ont envie de faire plein de choses et ceux qui ont fait plein de choses et qui ont envie de les partager. Donc au final, c'était que du bon. Merci. Donc maintenant, attractivité, un sujet simple. Oui. Sur notre atelier donc, qui a concerné l'attractivité et les ressources humaines au bloc opératoire, la plupart des personnes présentes, c'était plus des cadres sup et des cadres du bloc opératoire des hôpitaux franciliens. J'étais le seul chirurgien donc, dans le groupe. La seule chose, le premier constat, c'est que c'est un gros problème qui se pose pour les hôpitaux franciliens. Même s'il y a une disparité entre les différents secteurs, soit le privé lucratif, soit le privé à utilité publique, soit les hôpitaux publics, le plus touché, c'est les hôpitaux publics. Pour une raison simple, c'est qu'il y a une réglementation qui est très stricte et qui est souvent respectée par les hôpitaux publics, moins respectés plus ou moins. Ils ont plus de souplesse, si on peut exprimer comme ça, plus de souplesse. Le problème qui se pose dans ça, c'est que la première chose, je pense qu'il faut retenir, parce qu'on a écouté bien deux expériences qui me paraissaient très intéressantes. L'expérience de l'hôpital Foch, avec Madame Friedman, qui nous a exprimé expliqué cette expérience qui a permis en grande partie à compenser le déficit de personnel, en plus particulier les IBOT plus que les IAD. Ils ont établi tout un programme, c'est presque un programme de combat pour lutter contre cette fuite, ce qui leur a permis quand même de compenser une grande partie et temporairement, pour pouvoir fonctionner correctement avec des spécialités qui sont très sophistiquées et très techniques, en particulier la neurochir, l'urologie, la chirurgie thoracique, ce qui est un peu compliqué. La deuxième chose, c'est l'expérience qui nous a été présentée, Madame Belamache, cadre sup de la Pitié. Ce qui sort de toutes ces expériences et la discussion des différents cadres qui étaient présents, le problème principal, il faut retenir déjà le personnel restant. Avant de parler de l'attractivité du nouveau recrue, je pense que le problème qui se pose principalement, parce que la fuite, elle continue. Tout simplement parce que le personnel restant, la charge de travail elle devient plus importante. L'organisation des salles, la traçabilité. Et un service ne peut pas fonctionner avec 80% des intérimaires et des vacataires, qui n'ont pas le même engagement dans le service. Je pense que c'est le premier élément qui sort, c'est qu'il faut trouver des systèmes pour retenir d'abord le personnel présent, restant. De ces expériences et de toutes les interventions des personnes présentes, la première, je pense, élément principal qui en est sorti, c'est l'accompagnement. D'abord, le tutorat, c'est une expérience qui me paraissait intéressante de l'hôpital Foch, le tutorat d'une nouvelle recrue de l'accompagnement, première chose. Deuxièmement, la formation, assurer la formation, y compris dans des secteurs, ça veut dire des formations qui peuvent être multiples en dehors du métier du bloc. Ça veut dire qu'il faut que les personnes soient formées d'une manière régulière et soient accompagnées. La deuxième, je pense, c'est un élément que la représentante et la responsable de l'ARS sur lequel elle était tout à fait d'accord, c'est le problème du marché de l'intérim, qui est dérégulé, qui représente une concurrence déloyale au service public et qui pose un gros problème. Et je pense que c'est un travail
ce qui nous a été dit, donc il y a un travail qui est fait dans ce sens-là, par voie législative et par voie réglementaire, pour essayer de réguler ce domaine-là. Et après, je pense que le plus pauvre dans le système, c'est le public. Le système de santé en France, il est basé en grande partie sur le public, et ce système doit être préservé en évitant des concurrences qui sont déloyales et qui mettent toujours en difficulté, et ça, par la valorisation du personnel du bloc, les IBOD et les IAD, en leur donnant des valorisations pas seulement financières, mais elle peut être financière aussi, mais plus particulièrement professionnelle. Merci. Merci. Et pas la chirurgie, mais la médecine interventionnelle et la démarche qualité. Merci beaucoup, madame. Donc moi, effectivement, je suis cardiologue interventionnel, donc on peut se poser la question de ce que je fais ici. Mais finalement, notre atelier, ça a été de pouvoir démontrer qu'en 2023, il est tout à fait nécessaire et possible d'appliquer l'ambulatoire à la cardiologie interventionnelle. Et on avait un autre pan dans notre atelier, c'était la neuroradiologie interventionnelle, qu'on s'est retrouvé face aux mêmes problématiques que vous, que pour assurer la sécurité des patients, en fait, il fallait mettre en place tout un système d'information qui passait de la consultation au J0, au J1 et à tout le suivi. Et que pour ça, en fait, on s'est beaucoup basé sur toute votre expérience. Donc pour ça, on vous remercie. Parce que grâce à vous, on a pu développer le passeport ambulatoire, on a pu développer l'appel à la veille de l'examen, puis le lendemain. Et que pour ça, on a l'impression qu'on a créé en fait tout un système de sécurité pour le patient qui nous paraît primordial pour que tout se passe bien et que le patient, à la fin, soit satisfait. Voilà. Merci. Merci beaucoup à vous tous pour votre travail. Et je sais qu'on peut compter sur vous si on a besoin de petits éléments complémentaires. Juste quelques mots pour terminer sur bilan de la chirurgie en 2000, de ce qui a été fait par vous en fait en 2023, très rapidement. Quelques données. D'abord, comme l'a dit ce matin Fabien Perrus, l'activité chirurgicale, vous voyez, c'est la ligne du haut. Mais en fait, depuis 2016, elle est à peu près stable. L'activité ambulatoire, la ligne d'en dessous, augmente. Et donc l'activité conventionnelle diminue. Bon, très bien. Donc là, actuellement, on est à 67,4% d'ambulatoire. Donc on n'est pas très loin des 70%. S'il n'y avait pas eu la pause de 2020, probablement on sera à 70%, ce qui est bien, parce qu'en général, lorsque le ministère fixe un objectif, on n'arrive jamais à l'atteindre. Alors là, ce qui n'est pas bien du tout, c'est qu'on est toujours derrière les Pays de la Loire. Je dois dire que ça m'énerve un petit peu. Mais 67%, c'est quand même pas mal. Par statut, la PHP, où je travaille, les SPIC, différents établissements, et on sait qu'il y a des variations pour différentes raisons, qui sont parfois pas des bonnes raisons, mais voilà, c'est comme ça. Donc il y a une progression qui est un peu variable, mais il y a une progression quel que soit l'établissement. Et Gilles Bonton n'est plus là, je vous rappelle que l'année dernière, il a fixé le potentiel de chaque catégorie, c'est-à-dire que pour la PHP, le potentiel de la PHP, c'est pas 44, c'est pas d'être à 44%, c'est d'être à 65%. Pour les ESPIC, ainsi de suite. C'est à chaque fois 20% de plus pratiquement, quel que soit le statut d'établissement, compte tenu de leur caisse mixte et ainsi de suite. Donc c'est pas voilà, des urgences, de la précarité. Donc chacun a un potentiel qui est à peu près le même de 20%, mais en partant de plus bas, parce qu'en effet, la situation est différente. Donc, ça veut dire qu'on a du travail encore. Par discipline, bon, vous voyez la répartition. J'encadrais probablement une discipline où on pourrait progresser. Digestif, vous voyez. Même en orthopédie, où évidemment, il y en a beaucoup. C'est comme en ophtalmo, parce qu'il y a beaucoup de chirurgie de la main. Donc, c'est vrai que ça, on devrait l'extraire. C'est comme pour l'ophtalmo, si on enlevait la cataracte, évidemment... Voilà. Dans mon domaine de la gynécologie, il y a beaucoup de progrès à faire, parce que ça n'est pas partie de la pratique encore. Alors, il y a plein de petits gestes, d'accord, mais il y a des gestes qui sont un peu moins légers et qu'on peut vraiment faire dans des conditions de sécurité en ambulatoire. Et voilà, c'est un changement des pratiques. Et en urologie également, même si c'est pas toujours si simple, la question de la sonde urinaire, du saignement et ainsi de suite. Autre information, donc, comme l'a dit Fabien Perrus, le PRS3, le Programme régional de santé, a été écrit, va être mis en œuvre à partir de janvier. Et
Bon, j'avais pas mal de diapositives, donc je les ai supprimées vu leur tardive. Donc il y a des décrets qui sont sortis. La différence par rapport à auparavant, c'est qu'auparavant, on demandait une autorisation pour la pratique chirurgicale. Maintenant, il faut une autorisation pour la pratique chirurgicale, qui est différente de l'autorisation pour la chirurgie bariatrique, qui est différente de l'autorisation pour la chirurgie pédiatrique. Donc c'est 3 éléments différents. Et qui sont plutôt, moi je trouve, assez bien sur le plan de la sécurité. Objectifs qualitatifs régionaux de l'offre de soins. Donc on a fixé des objectifs de qualité qui sont, on pourrait appeler ça les 4 P, performance, pertinence pour tous et partout. Performance, donc c'est essayer d'accompagner toutes les modalités de prise en charge chirurgicale qui permettent d'améliorer la performance chirurgicale. Toujours chirurgicale, c'est anesthésie chirurgicale suivi. Pertinence, le bon geste chez le bon patient au bon moment, d'accord. Donc là, ça veut dire tableau de bord suivi. Pour tous, c'est-à-dire pour les personnes qui sont en situation, disons, non vulnérable et les autres. Et dans la vulnérabilité, il y a la précarité, mais il y a aussi l'âge, il y a aussi les enfants, donc et les personnes porteurs de handicap. Donc là, il y a un travail qui va être fait et poursuivi. Et partout, c'est dans tous les territoires. Et vous savez qu'au niveau de chaque territoire, évidemment, il y a des différences. Donc notre objectif, c'est d'améliorer l'accès territorial. Et des objectifs quantitatifs régionaux de l'offre de soins, c'est-à-dire qu'on fixe tous les 5 ans, combien d'établissements de chirurgie pourront pratiquer la chirurgie avec une borne hausse et une borne basse. Et en fait, aujourd'hui, il y a à peu près 149 établissements qui pratiquent la chirurgie. Dans ce programme, notre objectif haut est de 145 établissements. Alors vous allez dire pourquoi supprimer 4 établissements? Mais en fait, il y a très peu d'établissements qui sont supprimés. C'est souvent des regroupements au sein de GHT, établissements privés qui se regroupent. Donc sincèrement, il y a peu de changements. Il y a par contre des changements énormes pour la chirurgie bariatrique, mais il n'y avait pas de chiffres. Mais maintenant, il y a des normes, c'est-à-dire c'est une chirurgie qui n'est pas n'importe quelle chirurgie. Donc il y a des seuils qu'il faut atteindre pour pouvoir postuler, il y a des conditions, et ainsi de suite. Et la chirurgie bariatrique également. Robot, donc un travail important a été fait sur le robot. Vous savez qu'il y avait, aujourd'hui, il y a quelques années, il y avait 35 sites équités. Maintenant, 2-3 ans après, il y en a 48. Il y a 55 robots qui sont installés en Île-de-France. C'est énorme par rapport à la France entière. Le rôle de l'ARS était un peu complexe parce qu'au début, les établissements venaient nous voir pour financer. Et on dit, on ne finance pas. Alors donc ça a été plutôt pour appuyer un peu pour qu'il y ait, et ça c'est l'HAS qui nous a demandé, essayer d'aider l'HAS pour apprécier si c'était intéressant sur le plan médical. Donc c'est cette raison qu'on a créé cette communauté régionale avec l'ensemble des sites équipés d'un robot qui participent ensemble. Donc notre appui a été aussi pour les établissements qui voulaient se positionner en disant voilà, si vous voulez, on va vous calculer votre potentiel. Donc je suis établissement, je sais pas, à Mantes-la-Jolie, j'envisage d'avoir un robot. Eh bien nous, on calcule le potentiel d'activité robotisable, si on peut dire, pour l'établissement. Parce que c'est un investissement et vous savez que tout robot installé égale déficit augmenté. Donc ça veut dire qu'il y a vraiment une réflexion aujourd'hui. On a ici, vous aurez à la sortie, si vous le souhaitez, un guide méthodologique sur, voilà, si vous voulez installer un robot, quelles sont les conditions médico-techniques, administratives qui est à votre disposition. Il y en a quelques exemplaires à l'extérieur, sinon vous pouvez on peut vous le procurer en ligne. On a organisé donc des colloques et maintenant notre cible, notre objectif est double au cours de cette année. Premièrement, c'est prendre contact avec l'HAS pour dire voilà ce qui a été fait, voilà l'évaluation. Et deuxième point, c'est avec cette base de données, 4000 interventions réalisées par robot comme en Île-de-France, c'est les rencontrer pour dire voilà, c'est des actes qui sont pratiqués avec tel impact médical, sociétal, organisationnel. On ne peut plus continuer comme ça, ou alors on supprime les robots de l'Île-de-France. Donc il faut que vous valorisez d'une certaine manière certains actes réalisés par le robot. Donc notre objectif, c'est de créer cette communauté, c'est d'aboutir à une amélioration de la prise en charge. Achille, c'est un réseau qui a été mis en place pour la prise en charge des urgences chirurgicales infantiles qui était dysfonctionnante. Ça a fonctionné. Et puis, en 2022, décret chirurgie qui institue la création d'une autorisation pour la chirurgie pédiatrique. Et dedans, il y a marqué il faut qu'il y ait un réseau en chirurgie pédiatrique qui s'appelle DSR, Dispositif Spécifique Régional.
Et donc, en 2023, a été créé le DSR en chirurgie infantile, qui est la transformation d'Achille, l'élargissement des missions d'Achille. C'est le premier réseau en France, premier DSR en France en chirurgie infantile. Ce qui a été fait en 2023, ils appellent à projet, donc on en a parlé ce matin, donc voilà, très bien. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a eu un tel engouement pour transition écologique, c'est que ça va être renouvelé. Pour l'appel à projet création d'unités périopératoires pour les personnes avec handicap, il y a eu 3 établissements et on sait qu'il y a des besoins plus importants, donc on va le renouveler. Il y a également sur démarche qualité en médecine interventionnelle, je pense que ça va être renouvelé. AMI santé numérique et chirurgie, donc on a identifié des sociétés, dont Cal Medica qui était présenté tout à l'heure, qui ont des solutions intéressantes pour le parcours en chirurgie. Alors ça peut être des solutions pour le suivi, ça peut être des solutions pour assister le chirurgien, le robot par exemple. Et donc on va faire d'abord 2 webinaires pour présenter ces solutions et ensuite il y aura probablement un appel à projet pour accompagner les équipes qui veulent utiliser ces solutions pour les évaluer sur des échelles un peu plus importantes. Il y a eu 6 webinaires sur la recherche en chirurgie. Et là, la recherche en chirurgie, alors c'est assez incroyable, je trouve. Tout ceci étant bien sûr en replay, c'est que naturellement, d'une manière un peu, je dirais, simpliste, travaillant à l'AP, je pensais que la majorité de la recherche était faite à l'assistance publique, ce qui est le cas. Parce qu'il y a beaucoup d'établissements en l'AP, évidemment, il y a 30 établissements qui font de la chirurgie. Mais en fait, il y a beaucoup d'activités de chirurgie, dans les ESPIC, bien sûr, mais aussi dans le secteur privé. Donc c'était très, très riche, très, très intéressant. Il y a eu aussi dans cette présentation, quelle peut être la pratique chirurgicale dans 10 ans, passionnant. Donc n'hésitez pas à en profiter. Et puis les autres éléments ont été présentés. OK. Enfin, le site de l'Observatoire en chirurgie a été remis à jour sur la chirurgie ambulatoire. Donc beaucoup d'informations pour vous, les patientes et les patients. Chirurgie robotique, RAC, parcours en chirurgie. On va faire maintenant une petite rubrique handicap et chirurgie. Et il y aura aussi une rubrique prochainement sur, c'est un peu moins rigolo, c'est sur ce qu'on appelle le damage control chirurgical. C'est-à-dire, ça c'est malheureusement dans le contexte du terrorisme, c'est qu'est-ce que doit faire un chirurgien lorsqu'il y a une attaque terroriste. Et il y a certains gestes très spécifiques en cas d'attaque terroriste que connaissent pas les chirurgiens, qui sont simples à pratiquer, mais il faut simplement avoir été enseigné. Donc il y aura une rubrique aussi là-dessus, et ça sera un peu l'évolution de ce site. Je dirais qu'il y a beaucoup d'actions intéressantes, je veux dire même passionnantes au cours de cette année. Il me semble qu'il y a eu beaucoup de points positifs. Et encore une fois, je remercie les responsables des ateliers parce que vraiment, moi, personnellement, j'aurais voulu participer à tous les ateliers et j'ai participé à aucun atelier. C'est classique. Mais je pense qu'on peut recontacter les uns les autres pour tirer bénéfice, échanger avec les responsables d'ateliers. Donc il y a encore beaucoup de projets pour nos 4 objectifs, les 4 P là. Et donc voilà, pour cette année, c'était, je pense, une belle manifestation. Et c'est grâce à vous, grâce à vos échanges. Et puis, à l'année prochaine.